Et bonjour petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle séance de lecture. Nous sommes toujours sur Emmanuel Bobatti, nous sommes toujours sur Transfuge de sexe. Ce n'est toujours pas bien. Voilà, ce n'est toujours pas bien. On est sur une partie qui s'appelle la non-binarité, sachant que la dernière partie s'est finie avec... Certains préfèrent toutefois aller à la confrontation. On va nous expliquer, je présume, vu tout le reste de l'ouvrage, que en fait les non-binaires sont là pour se battre, sont là pour se beuler, et que voilà, c'est une question de militance, etc., etc. Donc ça va être incroyable. Je sens que ça va être incroyable. Allez, on est parti. Dans le registre non-binaire, les trans ont tendance à affronter les protocoles institutionnels et leurs standards de genre. Le parcours de soins est alors soumis à un contrôle profane de la part des patients qui pointent du doigt ses insuffisances. À la différence de l'approche stratégique dans laquelle les individus se jouent des institutions en faisant semblant de correspondre à leurs attentes, ce mode d'action consiste à monter au front. Alors déjà, là, le principe c'est de dire que non-binarité s'oppose à conformisme. Alors je suis une personne non-binaire, pas le point. T'as toujours pas compris ce que c'est en fait qu'une personne non-binaire. Emmanuel Bobatti, vraiment, juste va écouter des gens. Genre, écouter. C'est un truc qui est rigolo, écouter, c'est le moment où en fait, tu mets en pause tout ce qu'il y a dans ta tête, tu mets en pause l'interprétation, tu mets en pause tout ce qui vient de toi en fait, juste te tais, tu fermes ta bouche et tu écoutes ce qui se dit et ce qui se passe en fait chez d'autres gens. C'est un truc incroyable, je sais que c'est difficile à faire, hein. Il y a plein de gens qui ont beaucoup de mal à ça, il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils écoutent, alors qu'en fait la seule chose qu'ils font c'est plaquer leur vision du monde sur ce que disent d'autres personnes, et c'est pas ça à écouter, hein. Vraiment écouter c'est juste, tu te mets en pause, tu te mets en retrait, et tu écoutes les autres. Tu écoutes ce qu'ils pensent, tu écoutes ce qu'elles disent, tu écoutes ce qu'elles voient, et c'est ça que tu essaies de capter. Pas ton manière à toi de voir, pas ta manière à toi de penser, tu viens pas plaquer tes manières de penser, de voir, de comprendre, etc. à ce que disent autrui. Non, juste écoute. C'est un truc qui est très compliqué, hein, vraiment. Hein. Ça demande à mettre son ego de côté. Un truc compliqué. Hein. Parce que vraiment, si ta seule vision des non-binaires, c'est en opposition au conformisme, bah pour l'instant, t'as pas écouté grand-chose. Hein. Je reprends. C'est un combat, résume une enquêtée. Alors déjà... Ah, je vais canner! Putain de merde! On parle de personnes non-binaires. Il te prend les propos rapportés d'une personne non-binaire. Il te dit c'est une enquêtée. Genre vraiment passer à côté dès la première phrase, ou presque, de ce que c'est qu'une personne non-binaire, non, mais c'est un certain niveau. Ah non, mais c'est franchement, il y a un certain niveau. Hein. C'est constant, c'est ça qui est intéressant avec lui. C'est vraiment que c'est constant. Tu vois, tu peux même pas être genre déçu dans le sens où oh mon Dieu, c'est une surprise, je m'attendais à mieux. Non, on s'attend à rien, c'est mauvais, on le sait. Et voilà. C'est une des premières phrases de la partie sur les non-binaires. Et la phrase, c'est « C'est un combat », résume une enquêtée. Bonjour Sandwich. C'est pas bien ce qu'on lit. Tu t'attendais à quoi? Mais je m'attends à rien, mais il arrive à être pire. Il arrive à être pire. Il arrive à être pire. Oh. Je reprends. Ce sont essentiellement des personnes assignées au sexe féminin à la naissance qui mènent cette bataille. Ayant historiquement une place marginale dans le discours médical, elles s'y reconnaissent peu et sont davantage investies dans le militantisme. On va dire que c'est parce que c'est les personnes, bien sûr. On va partir de ce principe-là. Même s'il y a trop de moments, il nous a expliqué que les personnes non-binaires, ce sont des femmes jeunes et militantes et bourgeoises. On va partir du principe que là, c'est parce que c'est les personnes et que pour les personnes, on va dire elles. Hein, bien sûr. Jugeant son endocrinologue autoritaire, Michael le met à l'épreuve. Il est chiant, mon endocrino. Mais comme ça nous saoule tous les deux, bah, il m'a dit
On je vous mets 1 an de prescription. Toi aussi, tu le saoules. Un peu. Parce que je ne réponds pas au truc qu'il dit. Et qu'il m'envoie à chaque fois faire des prises de sang, des trucs, et je le fais pas. Il me dit, mais je vous ai dit d'aller le faire. En fait, je vois comment certaines transitions peuvent être faites, par exemple aux États-Unis. Et là, c'est très social aussi. On voit le contexte qui façonne la transition. Lui, il nous raconte des bobards, genre 250 mg tous les 15 jours, ça peut détruire le foie. Des trucs qu'il dit comme ça. Tu sais que par exemple aux États-Unis, les médecins disent que c'est plus de 400 mg du même médicament. Et tu te dis, pourquoi? Donc, je lui ai dit, mais ce n'est pas vrai, j'ai vu ça. Et donc, ça l'énerve en fait. Après, pour moi, c'est comme si c'était un dealer. Il est là pour me donner mon ordonnance. Très bien, Michael. Change rien. Michael, parfait. Cette personne est très bien. Voilà. Il y a des discours étonnamment que je suis beaucoup plus raccord. Et là, alors vraiment... Elle est là en mode je sais que tu dis de la merde. Ah bah ça t'énerve, hein. Oh, bah je m'en fous. Très bien. Parfait. Je reprends. Particulièrement diplômés au féminin, les personnes qui mobilisent ce registre se sentent généralement légitimes à questionner le savoir produit par les institutions. Alors après, en vrai, il a dit les personnes derrière Emmanuel, donc diplômé au féminin, c'est peut-être la logique aussi parce que c'est toujours les personnes. On va rester sur du présupposé positif. Ne partons pas du principe qu'Emmanuel Bobatti est un vieux réac de l'enfer, même si malheureusement à trop de moments il nous l'a montré que si. Mais partons du principe que là c'est parce que il genre bien comme il faut, même si la phrase d'avant a montré que non. Mais bref. Titulaire d'un master de recherche en sociologie, Michael effectue des recherches sur les traitements et leur dosage, tout en produisant un discours critique sur les pratiques de son médecin. Donc là, on parle de personnes non-binaires. On est d'accord? On parle de personnes non-binaires. Ce FTM se pose en expert. As-tu compris le principe d'une personne non-binaire, Emmanuel Bobatti? Parce que je suis pas sûr qu'une personne non-binaire, du coup, on puisse la considérer comme un FTM ou l'inverse. Enfin, genre, il y a un truc qui va pas coller en fait. Hein. Billy, Emmanuel, un effort. Alors, il y a un truc qui peut arriver, c'est-à-dire que je peux comprendre que des personnes, parce que c'est le cas, hein, j'en connais, qui font un parcours de transition et pourtant se pensent et se voient non-binaires, mais en l'occurrence, il y a quand même un parcours de transition qui se met en place vers un genre opposé à celui à signaler à la séance parce que on a envie de le faire, quoi. Il n'y a pas de souci, tu vois. Voilà, notamment, je pense à Céron, c'est arrivé de me dire trans-meuf non-binaire, je comprends l'idée, mais en fait, dans un ouvrage fait par un sociologue, est-ce que c'est très pertinent dans un passage, dans une partie qui s'appelle non-binaire, où tu veux parler de la non-binarité, tu parles du coup d'une personne non-binaire, et tu la catégorises comme FTM, donc comme un mec trans. Est-ce que c'est pertinent? Sachant qu'il n'y a pas ce FTM non-binaire. Vous voyez ce que je veux dire? La phrase c'est « Ce FTM se pose en expert, ou du moins en patient actif ». Il manque un truc en fait. Il y a un truc qui va pas. C'est genre ah non, t'as pas compris. Il y a quelque chose qui fonctionne pas bien là-dedans. Bobatti, un effort. Sachant encore une fois que de toute façon, vu de la part de Bobatti, il nous a résumé il y a déjà quelques chapitres que de toute manière, les non-binaires, ce sont des femmes jeunes, militantes et bourgeoises. Donc partant de là, est-ce qu'on est très étonné de voir que quand il parle d'une personne non-binaire, sa vision des choses, c'est un FTM? Donc un mec trans. C'est à la hauteur, si on peut appeler ça une hauteur. C'est aussi bas de plafond qu'on pouvait s'y attendre, vu le reste, quoi. Je le marave à la récré. Ah oui, non, mais ce qu'on lit depuis le début, c'est pas bien. Hein. Là, t'es arrivé juste après, il y a un passage aussi qui nous a un peu tués. Donc, il nous expliquait qu'en fait,
les gens qui rentrent dans le système de soins, etc., qui remplissent les codes sociaux attendus dans le contexte médical, etc., pour avoir leur parcours de transition assuré, pour avoir leurs médicaments, etc., en fait, ils se conforment parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont conformes au genre. Voilà. C'est-à-dire que rentrer dans des mécaniques stratégiques, etc., en fait, c'est parce que tu es conforme au genre. Tu as à cœur de te conformer au genre. Donc déjà, on était là en mode, t'as pas compris. T'as pas compris. Ne pas avoir le choix et se conformer, c'est deux mondes, déjà. Et ne pas avoir le choix, se conformer et vouloir se conformer, c'est encore un autre monde. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont pas... Non, Bobati. Et il a fini cette partie-là sur... Certains préfèrent toutefois aller à la confrontation. Et là, on a entamé le parcours sur les non-binaires. Donc en fait, déjà pour Emmanuel Bobati, les personnes non-binaires, ce sont des personnes qui sont en train de combattre. Ce sont des personnes qui sont dans la confrontation. Parce que le non-binaire, en fait, c'est pas une personne qui est complète en tant que telle, vous comprenez. Non-binaire, c'est pas un objectif en soi. Non-binaire, c'est un outil, c'est une revendication, c'est ceci, cela, mais c'est pas une fin en soi. Voilà, on n'est pas non-binaire parce qu'on est non-binaire, on est non-binaire parce qu'on est militant. Et du coup, selon Bobati, on est généralement non-binaire parce qu'on est une meuf qui est bourgeoise et militante. Voilà. Et jeune. Voilà. Donc, ouais, hein. C'est fou d'être trans et de penser de façon aussi cis. Hein. Ah, c'est assez impressionnant. Et c'est assez impressionnant. Décevant, mais assez impressionnant. Hein. Je dois avouer que, ouais, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est pas bien, mais c'est quelque chose. Je vais reprendre, quand même, on va avancer dans cette merde. Les personnes qui constituent cette classe ont autant recours que celles de la classe précédente au marché de soins privés et à l'étranger. 70,2% pour les non-binaires, 71,4% pour les stratèges, contre seulement 52,2% pour les conformes. L'orientation s'articule avec la logique stratégique sur ce point. Alors là d'ailleurs, encore une fois, c'est marrant parce qu'en fait, pour lui, il fait différents types de personnes qui font des parcours de transition. Donc les non-binaires, opposés aux stratèges, opposés aux conformes. Alors rien que ça déjà, tu te dis mais t'as tellement rien compris frère. Oh là là, t'as tellement rien compris. Mais bon, surtout la réalité qu'il met en avant là, et qu'il n'est pas capable d'analyser comme telle. Hein. Les personnes qui sont donc des stratèges, qui font les codes sociaux attendus pour avoir un parcours de soins et qui passent principalement par du privé ou par l'étranger pour faire leur transition. Ce que ça révèle surtout, c'est qu'ils ont de la maille, qu'ils ont des thunes. Ce que ça révèle surtout, c'est que tes stratèges sont principalement des bourgeois. Tes conformes sont principalement des personnes prolétaires qui n'ont pas le choix, qui doivent rester dans ce système-là et le système public parce qu'elles n'ont pas le choix. Mais encore une fois, ça demanderait d'être sociologue et de pouvoir faire ce travail-là. Et voilà, c'est compliqué, quoi, hein, apparemment. Les pourcentages viennent d'où déjà? De ces 30 témoignages ou d'un truc plus impactant? Alors là, ces témoignages-là viennent d'une recherche sur un ouvrage éclaté au sol. Voilà, je vais résumer à ça. C'est pas très très solide. C'est une enquête qui a contenu 300 personnes à peu près. C'est pas solide parce que c'est 300 personnes qui sont principalement 300 personnes parisiennes plutôt bourgeoises. Et qu'à partir de là, on en a fait tout un tas de visions soi-disant générales de l'état des personnes trans, mais basées sur du coup un truc qui correspond pas du tout, qui est extrêmement français, qui est extrêmement parisiano-centré, qui est extrêmement bourgeois. Enfin, vraiment, il y a tellement de niveaux des trucs qui vont pas dans cette enquête que du coup, t'es là en mode, mais lol, PTDR en fait. Ne serait-ce que déjà sur Paris, c'est pas très pertinent parce que déjà c'est très bourgeois par rapport à la population plus large qu'il y a à Paris et notamment de personnes trans à Paris. Mais en plus, par rapport au cadre français, c'est complètement éclaté au sol parce que du coup, c'est extrêmement parisiano-centré et on n'a pas tout à fait les mêmes possibilités entre Paris et le reste de la France. Hein. On n'a pas, par exemple, autant de choses à porter. Paris est quand même, c'est le principe d'une capitale, une énorme ville avec énormément de structures disponibles, en fait, qui existent, beaucoup plus que, je sais pas, moi, par exemple, au fin fond du Var, là où je vis, typiquement, et à plein d'autres endroits en France, hein, encore une fois. Et alors, à plus forte raison, c'est absolument pas pertinent pour les parcours trans qui sont en dehors
de la France et de Paris. Genre, ok, t'as fait ton état des lieux des personnes trans, très bien. Est-ce que ça s'applique très très bien des personnes trans, je sais pas moi, allemandes, à des personnes trans, je sais pas moi, aux US, à des personnes trans au Japon, à des personnes trans en Inde ou je ne sais où? Bah non, en fait, ça va pas correspondre. Espèce de grosse tanche. Et vraiment, lui, il est là en mode, c'est une réalité vraie, c'est comme ça, c'est universel. Gros cerveau. Bref. Oui, opposer les stratèges aux conformes, c'est ne rien comprendre. Ah, mais à tellement de niveaux. Opposer les stratèges aux conformes et opposer ces deux-là aux non-binaires, c'est aussi, c'est quand même assez marquant du fait que t'as rien capté à ce qui se passe. Hein. C'est assez impressionnant. Hein. Vraiment assez impressionnant. Hein. Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je reprends. Donc, cette orientation s'articule avec la logique stratégique sur ce point, comme l'indique la métaphore de la drogue. Envoyé à un statut fonctionnel de dealer, l'endocrinologue est mis en concurrence chez les autres dealers, et il ne semble pas mériter de reconnaissance particulière de son statut scientifique. Ah mais... Oh, Emmanuel, putain! Oh, bordel. Donc, Emmanuel utilise... Non, pas toi, toi on t'aime. Bonjour Emmanuel. Emmanuel Pedon, toi on t'aime fort. Emmanuel Bobatti, toi on te pisse dessus. Et c'est pas un kink. Emmanuel Bobatti, encore une fois, a un témoignage, le témoignage d'une personne non binaire, Michael, qui nous dit que, en l'occurrence, elle voit son médecin avant tout comme une condition nécessaire à son traitement, etc. Et que du coup, globalement, son médecin, c'est son dealer, et que Yal a le droit de lui envoyer un petit peu dans les dents que Yal est en train d'utiliser des trucs nuls à chier, enfin voilà. Et en fait, là derrière, Emmanuel Bobatti dit du coup, vous voyez, en fait, toutes les personnes non binaires voient leur médecin comme étant des dealers. Déjà, non. Premier point, non. Probablement que non, quoi, parce qu'en fait, je pense que, et on a quand même pas mal d'échanges avec pas mal de gens qui ont des traitements endocrinologues, le fait est que, oui, beaucoup voient les médecins comme étant une nécessité, une obligation plus qu'une nécessité, et du coup, il y a souvent un rapport, effectivement, de côté où, en fait, tu en as besoin pour avoir ce que tu as besoin d'avoir, et puis, en fait, les couilles, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça peut être assez partagé, mais en fait, tu peux pas utiliser un témoignage pour en faire une vérité d'ordre général. Tu peux pas. Juste, tu peux pas. Arrêtez de faire ça, putain de merde, quoi. Et derrière, effectivement, le deuxième point, c'est le point que tu es en train de soulever, Tilwen. C'est le côté où il ne semble pas mériter de reconnaissance particulière à son statut scientifique. Bah non. Bah non, en fait. Mais ça, c'est pour tout le monde, en fait. Il va falloir s'en rendre compte. Il n'y a pas des métiers au-dessus des autres, en fait. Il n'y a pas un métier qui te donne le statut être humain supérieur. Il n'y a pas de reconnaissance à avoir, tu fais ta tâche et tu fermes ta gueule. Enfin, ou alors à ce niveau-là, va falloir faire beaucoup de différences avec beaucoup de gens. Va falloir que tu penses peut-être, si tu vas avoir cette vision-là du monde, va peut-être falloir que Emmanuel Bobatti, tu viennes remercier les personnes qui font le ménage, les personnes qui font les poubelles et compagnie, que tu prouves un petit peu que tu tiens beaucoup à LE. Parce que si tu veux faire la distinction en fonction du taf, il y en a plein des tafs qui sont nécessaires, et bien plus qu'un endocrinologue qui fait chier avec son contrôle social, en fait. Bref. Ah là là. Bonjour Disto. J'arrive et direct le pipi. Ouais, parce que on lit de la merde et j'en ai ras le cul. Voilà, j'en ai ras le cul. Je reprends, quand même. Je reprends. Dans le cas de Michael, cette attitude porte ses fruits. Le praticien n'en pouvant plus, il lui prescrit 1 an de traitement d'un coup afin d'éviter au maximum les consultations. Toutefois, une telle réaction n'est pas si courante. Non mais... Là, du coup, il va nous la jouer en mode « Oh, le pauvre endocrinologue, vous imaginez ?» Ah non, mais là, vous imaginez, le pauvre, il a dû finir par lui donner 1 an de prescription parce qu'il n'en peut plus. Oh là là, tant de souffrance. Vous savez, il doit pleurer dans ses billets. Parce que je vous rappelle que c'est des professions qui sont extrêmement bien payées quand la plupart du temps, la plupart des gens sont en train de canner sans pouvoir se payer à bouffer, sans trop pouvoir avoir du chauffage, etc. Oh, pauvre endocrinologue. Compréhensible déjà que ce que j'entends, moi aussi, j'ai envie de lui casser la gueule. Ah ouais, Ah ouais, Pleurer dans ses billets aussi, oui. Il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi.
Les trans peuvent mettre en question les compétences des praticiens, mais ces derniers répondent rarement favorablement aux attitudes trop critiques, ou même simplement volontaires. Et là, c'est le moment où ça serait intéressant d'avoir une casquette du coup de sociologue qui permet de questionner le pourquoi du comment, de éventuellement parler de la position, on va dire, très avantageuse socialement, de contrôle social, de pouvoir en fait, sur les corps, sur les esprits, au sein de nos sociétés. Ça serait vachement important de parler du fait que potentiellement le problème ne vienne pas du côté des personnes trans, mais des personnes du milieu médical, du milieu expert. Mais bon, ça demanderait d'avoir du recul, ce que tu as montré ne pas avoir. C'est pourquoi certains vont jusqu'à se passer de l'aval médical. En parallèle du marché de soins officiel, il existe des marchés clandestins. Dans ce cadre-là, les trans sont affranchis de tout contrôle de leur conformité de genre. L'automédication n'est pas rare. Dans l'enquête Trans et santé sexuelle de l'INSERM, plus d'une personne sur 5, 21,1% donc, a déjà pris des hormones sans prescription. C'est parmi les non-binaires que l'automédication est la plus représentée. 24,8% des individus de ce groupe disent l'avoir déjà fait, contre 16,3% des conformes et 19,3% des stratèges. Encore une fois, une opposition entre trois groupes qui n'ont pas de sens. Dommage. Et encore une fois, derrière, il est en train de nous poser le fait que c'est parce que les personnes sont non-binaires qu'elles recourent plus à de l'automédication et des marchés parallèles, alors que la logique, c'est que parce que ce sont des personnes qui sont non-binaires, les parcours médicaux, institutionnels, etc. ne les reconnaissent pas et en fait les empêchent d'accéder justement à ce genre de médication, ce qui fait qu'elles n'ont pas le choix, ces personnes-là. Elles sont obligées de passer par ces marchés parallèles parce que sinon elles en ont pas. Mais bon, encore une fois, ça demanderait d'avoir une lecture un peu plus approfondie des choses. Quel dommage, si seulement Emmanuel Bobatti était sociologue. Si seulement. Ah là 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 là. Tristesse et déception. Je reprends. Ainsi, la transition se déroule parfois ailleurs que dans les mondes médicaux. De manière générale, les non-binaires aspirent à avoir autant de pouvoir d'agir que possible. Bien qu'ils aient eu peu recours à la chirurgie et au changement d'état civil, une proportion de 46,1% d'entre eux déclarent qu'ils auraient préféré être plus libres dans le déroulement de leur transition, contre 25% des conformes, 35,4% des stratèges. Les protocoles médicaux et juridiques sont peu investis par cette classe d'individus et leurs contraintes sont faiblement tolérées. Alors vraiment, l'angle d'attaque, mais dire qu'il est éclaté au sol, c'est un niveau incroyable. Genre vraiment, la capacité à systématiquement passer à côté du point. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Emmanuel Bobatti, c'est un Stormtrooper. Emmanuel Bobatti, c'est ce clone qui essaye d'absolument tirer sur un Jedi et qui touche à peu près tout le décor autour du Jedi, mais n'a jamais, ni de près ni de loin, tiré plus proche qu'à au moins 1 mètre du Jedi. Vraiment, je vous jure qu'Emmanuel Bobatti, c'est un putain de Stormtrooper. Il se conforme à 200% au truc. Il est premier degré en mode vive l'empereur, alors même que tout va le détruire, hein, mais voilà. Parce que je vous rappelle que l'armée des clones, notamment, se fait détruire par l'Empire. Hein, voilà, hein. Oui, c'est le moment où je fais un parallèle avec Star Wars, que voulez-vous, c'est la vie. Et vraiment, systématiquement, il va taper autour. Il va jamais taper où il faut. C'est incroyable. Vite fait un ricochet limite. Hein. Ouais, limite. Hein. C'est impressionnant. Mais c'est impressionnant. Genre vraiment, lui, le coup que... En fait, il n'y a pas beaucoup de non-binaires qui vont dans le parcours de transition médicale, etc. Littéralement, dans sa tête, la logique, c'est parce qu'en fait, les personnes non-binaires ne veulent pas y aller. C'est ça sa réponse. Genre, à aucun moment, il se dit, c'est peut-être parce que les parcours leur chient dessus et les empêchent d'y accéder. Non, c'est les non-binaires qui choisissent d'être combatifs et de ne pas rentrer dedans. Oh! Attention, les Stormtroopers de cinéma et ceux de la réalité. Certes. Mais c'était pas le point. Mais d'accord. Après, normalement, dans la réalité, il n'y a pas Star Wars. Normalement, dans la réalité, il n'y a pas l'Empire avec Palpatine et compagnie. Normalement, il n'y a pas de Jedi. Normalement. Dans la réalité, c'est pas censé être là. Si vous avez ça dans votre réalité, veuillez appeler un technicien de la réalité. Il va peut-être falloir réaligner des choses. Je reprends la lecture. Dans l'approche non-binaire, entre guillemets non-binaire, bien sûr, hein, comme toujours, le modèle bicatoriel qui sous-tend les dispositifs de soins, de changement d'état civil est ouvertement défié. Je vais canner. Je vais canner.
Il n'y a rien qui va dans cette phrase. Genre vraiment, il n'y a rien qui va dans la phrase. Dans l'approche entre guillemets non-binaire, donc déjà, non-binaire est entre guillemets, t'étais là en mode ok. Le modèle bicatégoriel qui sous-tend les dispositifs de soins et changement d'état civil est ouvertement défié. Oui, parce qu'on est là pour la revendication, bien sûr. T'es en mode, bah en fait, t'as rien compris. T'as toujours rien compris. C'est incroyable. Oh bordel. Le gars est un chien de garde niveau 99, j'en ai marre. Ah oui, non, c'est impressionnant. Hein. Est-ce que je peux faire appel au technicien de la réalité pour dérégler ma réalité? Non, malheureusement, ça n'est pas possible. Il ne fonctionne pas comme ça. En fait, il faut savoir que le technicien de la réalité s'appelle Emmanuel Bobatti. Vous imaginez? L'appeler pour faire des changements dans une société? On va faire pas, hein. On va faire éviter, hein. Je sais ce qu'il va faire et j'en ai pas envie. Je reprends sinon les trucs écrits pas très bons. Particulièrement instruites, les personnes de ce groupe investissent une certaine subversion sexuelle et de genre. Les personnes qui se disent gays sont d'ailleurs souvent les mêmes que celles qui se disent non-binaires, comme nous l'avons vu dans le chapitre 4. Hein? Quoi? Je vais rien dire, je vais juste continuer, d'accord? Je vais juste continuer. Allez, on fait ça. Dans l'extrait suivant, Lucas, jeune trans engagé, diplômé d'une école de théâtre parisienne et soutenu par ses parents, s'inquiète même que dans un avenir proche, il sera perçu comme un homme cis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'entre-deux. Ce n'est pas de changer de case. Je ne passe pas du féminin au masculin. Je suis dans une transition. Pour moi, la transition, elle durera toute ma vie. Et la question était aussi de dire, quand je vais avoir un corps masculin, du coup, je suis plus militant au quotidien, je suis plus militant passif. Pour moi, c'est être militant passif, c'est entre deux, de semer le doute. Et ça, je vais plus l'avoir. Du coup, je me suis dit, bon, ok, au pire, quand tu auras ton physique masculin, tu travailleras ton côté féminin. Il le faut, tu mettras des vêtements de fille et tu seras dans un entre-deux inverse, où tu seras un mec féminin. Moi, je visionne mon corps vraiment comme un outil. Entre autres, comme un outil artistique, comme un outil militant. Demain, si je suis opéré, j'aurai des cicatrices, donc il y aura quand même quelque chose de visible. Et là, aujourd'hui, je suis visible parce que quand je suis sur scène et que je joue ma pièce et que je me fous à poil, j'ai une barbe et j'ai des seins. Ouais. C'est très personnel, du coup. Et Pitié ne vient pas, du coup, faire un truc très personnel, un truc extrêmement général. Même si je me doute très fortement de ce que tu vas faire. Très rapidement. En fait, ça a déjà commencé. On lui demande du sol à punk et il nous sort d'une. Ouais, c'est un peu le move. Hein. Je vais lui faire appel pour dérégler autre chose. C'est un coup à se retrouver avec Rowling, ministre de l'instruction publique. Oh, wait, on a Retailleau et compagnie, hein, donc bon. Voilà. L'outil artistique, c'est du Preciado dans le texte. Ouais. Dans cette logique, les individus ne souhaitent pas particulièrement passer dans l'une des deux catégories de sexe. Ils se disent plus volonté trans ou non-binaire que homme ou femme, et ont rarement recours à la chirurgie de réassignation et au changement d'état civil. Non mais, littéralement, Emmanuel Bobatti, tu ne comprends pas. Oui, donc déjà, Bobatti a eu ce témoignage et s'est dit non, tous les non-binaires, c'est comme ça. Donc déjà, c'est... Ok, très bien. Mais vraiment, la phrase d'après, la phrase de Bobatti, elle montre à quel point il est éclaté au sol. Les individus ne souhaitant pas particulièrement passer dans l'une des deux catégories de sexe, ils se disent plus volontiers trans ou non-binaire que homme ou femme. C'est le principe d'être non-binaire, c'est que t'es pas un homme, t'es pas une femme. Bobatti, c'est quoi non-binaire? Qu'est-ce qu'il y a de marqué dans le mot non-binaire, en fait, Bobatti? Essaye de faire marcher quelques neurones, vas-y, réfléchis fort. Est-ce que ça a l'air de s'inscrire dans une norme qui est binaire, homme-femme? Attends, je réfléchis. Oh, non-binaire, il y a marqué non. Non-binaire. Oh, merde alors, ça veut dire que du coup, ça fait exprès de pas être dedans. Ah zut. Mais t'as pas compris, c'est une transition permanente. Ah non, mais c'est... Oui, il utilise le mot individu. Hein. Vraiment, t'es en mode... À aucun niveau, il comprend quoi que ce soit. Genre, voilà. Ah oui, non, mais c'est parce qu'il y a le mot non, donc ça veut dire que c'est juste pour être anticonformiste. Ah putain, il était là le point. Non, mais t'as raison, Mâche, c'est parce qu'il y a non binaire, donc c'est une revendication politique. Eh oui, c'est vrai.
Ouais, c'est parce que les jeunes femmes bourgeoises, elles veulent être dans la revendication, dans le militantisme. D'ailleurs, vous avez vu, le discours de la personne interrogée juste avant a bien spécifié que du coup, il y avait la logique aussi de militantisme. Donc voilà, les personnes non-binaires sont forcément des personnes militantes. Oh, envie de canner! Évidemment, pour les personnes qui ne s'en seraient pas rendues compte, je fais preuve d'ironie sur ce qui est dit. Hein. Voilà. Ça me débecte cette incapacité plutôt, à voir ce qui est pourtant devant. Voilà. Je n'en peux plus. Vraiment, c'est... Mon Dieu. Ce qui me rassure sur mes choix de vie, c'est que je pense préférer me taper une conférence de ce type que de taf... de taf un mois de plus. Parce que taf-tasse, je sais pas ce que ça veut dire. Mais je présume du coup de taf un mois de plus. De taffer un mois de plus. Ah oui. Ironie sauf l'envie de canner qui, elle est réelle. Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu beaucoup, ouais. Oh, la phrase d'après, elle va me... Allez, préparez-vous, la phrase d'après. Comme l'indique cet extrait, ils aspirent, dans une démarche militante, à rester visibles en tant que trans. Et ils peuvent davantage se le permettre que ceux qui disposent de moins de capital culturel et bénéficient de moins de soutien familial. J'ai envie de jeter le bouquin. J'ai envie de brûler le livre. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est pas possible d'être... Oh putain. Oh. Je vais avoir besoin de l'alerte de Red Bull. Attendez. Voilà. Oh bordel. Je vais juste reprendre, d'accord? Je vais pas relever, je vais juste avancer. Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout est éclaté au sol, tout est complètement biaisé, tout est systématiquement... Alors moi je crois ça, donc vas-y, je vais mettre ça, et puis c'est tout, voilà. Donc... Ah oui, c'est un raccourci aléatoire qui est assez impressionnant. Hein. C'est... Ouais. Ah non, c'est assez impressionnant. Donc je continue, et puis bah les couilles. Mais comme le montre Eve Sedgwick dans l'épistémologie du placard, un coming out n'est jamais définitif. Parce qu'il est impossible de passer pour trans en toutes circonstances, Lucas se convainc qu'il pourra toujours incarner un entre-deux, une expression qui rappelle que les mobilités sociales ne se résument pas à des migrations spectaculaires et définitives. Le mec, en fait, il aime juste tellement s'entendre parler, c'est impressionnant. Des représentations gender fluides émergent parmi les plus jeunes, si bien que leurs aînés peuvent s'en trouver déstabilisés. Faisant l'expérience des injonctions de ces derniers à choisir une catégorie de sexe, les non-binaires peuvent avoir certains griefs. C'est le cas de Gabriel, qui regrette les hiérarchies instaurées entre les non-binaires et celles et ceux qui seraient, selon certains, les seuls véritables transfuges de sexe. Il y a les gens trans old school qui, nous, les non-binaires, nous mettent dans une espèce de grand sac et qui pensent qu'avec tout le discours sur la performance de genre, critiquent le fait qu'il y ait des trans qui ne s'identifient pas comme hommes ou comme femmes. Et c'est vrai qu'il y a des réalités très différentes. Tu vois, moi, je me situe un peu entre les deux. Je pense que n'importe qui a le droit de faire ce qu'il veut avec son identité de genre. Ça n'est à personne de dire qu'il y a des vrais ou des faux trans. Par contre, je peux comprendre l'irritation qui peut apparaître avec des gens, des queers et des non-binaires, qui ne remettent pas en question leurs propres privilèges. LOL. Alors, nonobstant, oui, bien sûr qu'on peut être irrité par des gens qui ne prennent pas en compte leurs propres privilèges. Mais en fait, venir te dire que, en gros, d'un côté, t'as les personnes trans qui font le parcours médical, etc. Et de l'autre côté, t'as les personnes queer, non-binaires, qui ont des privilèges parce qu'elles sont queer et non-binaires et ne font pas un parcours de transition complet, etc. LOL. PTDR, LOL. Genre... Je connais tout un tas de personnes qui sont trans, qui ont fait un parcours médical, etc. Ne serait-ce qu'Emmanuel Bobati, par exemple, qui ne remettent pas beaucoup en question leurs privilèges. Hein. Et quand je dis pas beaucoup, qui ne remettent absolument à aucun moment leurs privilèges en question. Pourtant, il y en a, hein. Oh, 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 oh. Il y en a du privilège, hein.
je vais continuer la lecture et ne pas plus réagir à ça. Faisant allusion aux travaux de Judith Butler, les discours sur la performance de genre mentionnés ici se réfèrent aux approches queer. Depuis les années 90, ces approches mettent en lumière les possibilités de subversion du genre. Les personnes qui s'approprient ces théories sont qualifiées par l'écrivaine et chercheuse Wendy Delorme de 4e génération féministe. Les 3 premières, ainsi appelées vagues féministes, correspondant respectivement aux suffragettes qui ont lutté pour l'égalité des droits, aux féministes matérialistes qui ont conceptualisé les rapports sociaux de sexe analogues aux rapports sociaux de classe, et aux approches intersectionnelles qui ont pensé l'intrication entre genre, classe et race. C'est tellement blanc-centré, incroyablement tellement blanc-centré. Genre vraiment, tu peux pas plus dire bonjour blanchité que ça. C'est assez impressionnant. Ah non mais franchement c'est un certain niveau. Et puis alors venir rajouter que comme 3e vague, avant maintenant la vague queer, qui est l'intersectionnalité, c'est vraiment tellement blanc-centré au niveau en fait, avant les blancs, il n'y avait pas de question. Avant les blancs, l'intersectionnalité n'existait pas. C'est grâce aux blancs. C'est grâce aux suffragettes. Oui. C'est incroyable. Hein. Ah c'est un certain niveau. Hein. C'est pas bon. Hein. C'est vraiment pas bon. Hein. Genre vraiment, hein, c'est incroyable de juste être capable de voir les identités qui sortent de la binarité comme découlant du patriarcat et du modèle binaire actuel en occultant aussi fort toute l'histoire qu'il y a de toutes les identités de genre qui existaient à travers le monde et depuis mais des plombes bien avant qu'arrive en fait la suprématie blanche et le fait de justement remplacer tout ce qui existait un peu partout à travers le monde par le modèle occidental dual en fait. Genre vraiment, c'est quelque chose. Hein. Ah franchement c'est quelque chose. Hein. C'est un certain niveau. Dans le mauvais, mais c'est un certain niveau. Et bonjour et merci beaucoup pour le follow, Princef. Selon l'Académie des vieux croutons français, acolyte des illustres fougères, Princef. Voilà, bienvenue. Tu es désormais, grâce à l'Académie française, acolyte des illustres, et ça c'est beau. Bon, c'est vraiment pas très bien ce qu'on lit, mais on va continuer, on va essayer de le finir. Au cœur des approches queer, la notion de subversion est décrite par Judith Butler comme une forme de coexistence des normes et de leur transgression. Par exemple, si une personne passe pour un homme alors qu'elle est en fait une femme, ou inversement, ou si une personne passe pour cis alors qu'elle est en réalité trans. Mais la non-binarité semble ici relever d'une autre logique, qui dépasse les champs des possibles de ses détracteurs. Au-delà de la subversion de catégories d'hommes et de femmes, de cis et de trans, il s'agit de penser au-delà des classements établis. De ce point de vue, les non-binaires représentent en quelque sorte une 5e génération qui invite à repenser le genre autrement. Engager cette démarche critique du genre contribue par ailleurs à construire une certaine réflexivité sur d'autres plans, comme celui des privilèges de classe détenus par celles et ceux qui se permettent de formuler une telle critique. Oh le point, le magnifique point. Donc ça, si vous n'avez pas compris, en plus clair, hein, ce qui est dit, c'est les non-binaires, en fait, c'est des bourges. Voilà, c'est ça là, ce qui vient d'être dit. Hein. Si jamais vous n'avez pas capté, je vais vous refaire la phrase. Engager, cette démarche critique du genre contribue par ailleurs à construire une certaine réflexivité sur d'autres plans, comme celui des privilèges de classe détenus par celles et ceux qui se permettent de formuler une telle critique. Autrement dit, la démarche non-binaire est une démarche politique. Hein, donc on revient toujours sur le même modèle, c'est que la non-binarité n'existe pas en tant que telle. La non-binarité, ça n'existe que comme une revendication politique. Donc déjà, encore une fois, c'est ne absolument pas comprendre ce que c'est qu'être non-binaire, mais allez, on n'est pas à ça près, on va dire. Derrière, c'est venir rajouter que du coup, cette démarche critique du genre, parce que du coup, comme c'est un combat politique d'être non-binaire, c'est pour critiquer la binarité de genre, etc. C'est pour critiquer le modèle social, etc. Bref, encore une fois, PTDR, mais voilà. Donc du coup, ça permet de poser des réflexions, mais du coup, la réflexion que ça permet de poser, c'est que finalement, les gens qui font cette critique-là, donc les non-binaires, quoi, en fait, c'est parce qu'elles peuvent être non-binaires. Et si elles peuvent être non-binaires, c'est parce qu'elles sont bourgeoises, en fait. Voilà, ce sont des personnes bourgeoises, en fait. C'est un privilège de classe de pouvoir se permettre de subvertir le genre. Voilà. C'est tellement, mais nul à chier. Oh! On échange notre thune avec Bobati. Moi, je veux bien les thunes de Bobati. Moi, je vis avec 100 balles par mois. Franchement, TKT, envoie les thunes, Bobati. C'est impressionnant. Ah, mais c'est impressionnant d'être systématiquement aussi éclaté au sol. C'est
Ah, c'est un certain niveau, hein. C'est vraiment un certain niveau, hein. C'est impressionnant. J'ai déjà vu des ampoules avec moins de culot, hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, mais c'est impressionnant, non, c'est pas mal impressionnant. Je vais continuer la lecture de la catastrophe. Loin de se contenter à des réflexions sur la binarité, l'engagement peut cependant prendre différentes formes parmi les trans. Le militantisme a des visages et des visées divers et variés, qui dépendent de la position de la personne dans l'espace social ainsi que de son parcours de vie. Après son changement de sexe, qu'elle a réalisé en parallèle d'une trajectoire migratoire au cours de laquelle elle a connu la prostitution, Savannah a assuré du soutien administratif auprès de MTF, travailleuse du sexe, avant de rejoindre une association dont elle est désormais salariée et qui accompagne des personnes trans précaires. Je portais tout ça parce que ça a réveillé quelque chose en moi. Une révolte, une nécessité de s'impliquer pour travailler sur ce phénomène. J'étais prête aussi à aller à n'importe quel moment et dans n'importe quelle situation pour faire valoir sur la santé ou leurs droits. Mais je portais tout ça sur moi de façon très douloureuse et sans moyens. Si cette MTF déclare porter sur elle ce combat, c'est parce que l'engagement est ici constitutif de l'expérience sociale. Cette logique d'action est celle qui amène à faire valoir ses droits à n'importe quel moment et dans n'importe quelle situation, même si les moyens ne le permettent pas, un risque que des stratèges ne prendraient peut-être pas. Une proportion de 64,3% des non-binaires déclarent en effet militer. Cela ne se conforme pas à l'ordre du genre, ni ne le contourne, mais milite en vue de le changer. Toutefois, la lutte ne prend pas nécessairement la forme d'une opposition. Elle peut être menée depuis l'intérieur. À titre d'exemple, certains trans persévèrent au sein du circuit hospitalier, alors qu'ils possèdent les ressources économiques pour en sortir. Ils sont loyalistes, au sens de l'économiste états-unien Albert Ishman. Même insatisfait d'un bien, ils restent fidèles et essayent de changer les choses. Pour elles et eux, le militantisme prend le visage du réformisme, là où pour d'autres, il s'exprime davantage sous la forme d'autosupport ou d'activisme. Jamais purement radical ni exclusivement intégrationniste, l'activité militante s'élabore à partir de plusieurs orientations. Il n'y a que la dernière phrase qui est valide. Voilà. Ouais, d'accord. Hein. Vraiment, c'est tellement blanc bourgeois centré, quoi. C'est impressionnant. Ah non, mais c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. À tous les niveaux, dans le mauvais, c'est impressionnant. Parce que du coup, Savannah, je vous rappelle que c'est une personne donc trans, ancienne travailleuse du sexe, racisée, etc., qui nous a expliqué plusieurs moments dans l'ouvrage son parcours de vie particulier, difficile, etc., notamment du fait que c'est une personne qui est racisée, du coup dans une société qui est raciste, incroyable. Donc en fait, il y a tellement de choses à en dire, et c'est résumé à le militantisme. On m'appelle. C'est du démarchage. Je pense que je vais pas répondre parce que je m'en bats les couilles. Voilà. Bisous le démarchage. Je vais continuer le texte de la catastrophe. Hein? Non, voilà. Les rapports au genre sont composites et hétérogènes. Des attitudes de conformisme, de réalisme, de contestation s'articulent au sein de chaque parcours de vie selon un équilibre qui est socialement déterminé. Un socle d'intégration est présent et nécessaire chez chacun, mais les standards socio-institutionnels du genre sont davantage investis par les générations anciennes et moins diplômées, pour beaucoup de MTF ayant transitionné tard dans la vie. Les attitudes subversives sont également transversales au sein de la population trans, mais on les retrouve à plus forte raison chez les personnes jeunes, particulièrement dotées en capital scolaire et ou assignées au sexe féminin à la naissance. Enfin, lorsque les individus n'adhèrent pas à certaines règles et doivent malgré tout s'y plier pour accéder à des ressources décisives, ils disposent d'une marge de négociation stratégique. Les trans peuvent alors faire mine d'être conformes aux normes de sexe, une parade fréquemment adoptée par les plus précaires, notamment par les jeunes MTF sans emploi stable ni soutien parental. D'ailleurs, je me permets de rajouter un élément qui est néanmoins important, le coup aussi de c'est les jeunes qui militent. Il y a d'autres choses à comprendre que juste dire c'est parce que c'est les jeunes qui militent et puis c'est tout. Parce que les jeunes, ils sont dans la rébellion, les jeunes, ils sont dans la subversion, etc. À votre avis, il se passe quoi quand vous étiez plus jeune, il y a 50 ans en arrière, et que vous militiez pour les droits des personnes trans, dans une société beaucoup, beaucoup plus transphobe? En fait, c'est simple, ce qui se passait, c'est que vous étiez mis à mort. Du coup, c'est un peu difficile de pouvoir apparaître dans un sondage, là maintenant en 2024, comme personne qui milite, si en fait vous êtes décédé d'avoir milité. En fait, si vous êtes mort, vous pouvez pas être là. Du coup, concrètement, ouais, il y a un décalage, potentiellement parce que les personnes qui militent, et qui ont milité, du coup, en fait, elles sont plus là.
elles ne peuvent plus être là. Donc, partant de là, en fait, déjà, ça va se poser des chiffres assez rapidement. Ensuite, deuxième élément, c'est pas parce que là, en tant que personne qui a, je sais pas moi, 60 ans, 70 ans, tu milites pas, que tu n'as jamais milité. Il y a aussi des cadres et des conditions de vie dans lesquelles tu milites, et des cadres et des conditions de vie dans lesquelles tu milites pas. Est-ce que tu vas militer si tu te retrouves dans une situation où tu as 70 balais, tu es fatigué d'une vie derrière toi, que tu es épuisé, que juste en fait, tu n'as pas les ressources pour militer? Ou encore que tu es rentré dans un cadre de vie qui est confortable, etc. Et que potentiellement, du coup, tu n'as plus envie de militer parce que toi, dans ta vie de tous les jours, tu n'as pas la nécessité de militer parce que toi, ça va. En fait, il y a tellement de choses qui vont rentrer en ligne de compte que juste conclure par on a fait un sondage et c'est les jeunes qui militent, point. En fait, ça apporte rien. Ça n'apporte strictement rien. Oui, voilà, l'impact du sida sur la démographie, oui, parce que j'ai parlé du fait de militer et de se faire buter pour avoir milité, mais tu as aussi tout simplement aussi une réalité médicale qui est différente. Ça, clairement aussi, ça joue. T'as pas la même espérance de vie, donc en fait, il se passe des choses incroyables. Un autre truc aussi, un élément qui est néanmoins important à prendre en compte, c'est une stat que je vais vous rappeler qui va pas faire plaisir, mais n'oubliez jamais qu'au moment de la retraite, un prolo sur 4 est mort. Au moment des premières années de la retraite, en fait, parmi les survivants prolos, la plupart sont pas en état de vivre et la plupart meurent dans les globalement 5 années qui suivent le départ en retraite. C'est-à-dire que concrètement, la plupart des personnes âgées, encore en vie, ne sont pas des prolos. Voilà. C'est un constat, il est très triste, il est très froid, mais il est très horrible et très parlant. Une grande majorité des gens qui sont aujourd'hui en retraite sont des personnes issues de cadres favorisés. Ça peut faire chier, vous avez sûrement des exemples où vous allez me dire « Oui mais attends, moi mon papy, moi ma mamie, c'était une prolo ». Très bien, sûrement, je vous dis pas qu'il n'y a pas de prolos vieux, je vous dis que la grande majorité des prolos vieux sont principalement des gens issus d'un cadre social plutôt aisé. Voilà, statistiquement c'est ça le constat. C'est très triste, mais c'est un constat. Et de fait, là on va coller avec une deuxième stat. On sait, de manière encore une fois plutôt bien sourcée, que les personnes issues de cadres bourgeois, de cadres favorisés, ont une beaucoup plus grande tendance au conservatisme, une beaucoup plus grande tendance à respecter les normes, à valider les normes, etc. etc. Donc en fait, à probablement à rentrer dans une binarité de genre et à rentrer dans une acceptation du système, à en fait globalement ne pas faire de militance. Du coup, concrètement, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui viennent se rajouter au fur et à mesure. Et du coup, rester encore une fois avec juste la stat de base de il y a plus de jeunes qui militent et puis c'est tout. En fait, ça dit pas grand-chose. Ça dit pas grand-chose et encore une fois, malheureusement, ça en dit beaucoup plus long sur la personne qui avance ça que sur les personnes qui sont sondées. Dommage, dommage. Mais enfin. Il y a une image extrêmement perturbante qui montre une chorale gay du Québec, 50 personnes en 70, la plupart dans la vingtaine. La photo a été reprise 20 ans plus tard, 2 survivants. C'est exactement ça. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, ouais. Il y a tellement, en fait, encore une fois, d'éléments, surtout des groupes sociaux comme là, par exemple, San Francisco. Ok. Bon, après, ça change pas grand-chose, Québec, San Francisco. Je présume que tu as exactement le même genre de choses qui s'y passent. Voilà. Pour le coup. C'est qu'encore une fois, on est sur des populations qui sont minorisées. Et les populations minorisées, on sait qu'elles n'ont pas le même accès aux soins, etc. Et encore une fois, ça a des impacts. Mais bon, bref. Je reprends la lecture. Oui, on peut pas poster de lien, désolé. Éventuellement, tu peux le faire sur Discord. Il y a notamment le forum où il y a des sujets sûrement adaptés et appropriés pour y partager quelque chose. Mais un lien qui en parle sur Discord, ouais, parfait. Nickel, merci. Je reprends la lecture. Donc, on en était à... je sais plus où. Je ne sais plus où est-ce qu'on en était. Il disait des conneries et j'en pouvais plus un petit peu, mais bon. Les rapports au genre sont composites et hétérogènes. Des attitudes de conformisme, de réalisme, de contestation s'articulent au sein de chaque parcours de vie selon un équilibre qui est socialement déterminé. Un socle d'intégration est présent et nécessaire chez chacun.
Mais les standards socio-institutionnels de genre sont davantage investis par les générations anciennes et moins diplômées, pour beaucoup de MTF ayant transitionné tard dans la vie. Les attitudes subversives sont également transversales au sein de la population trans, mais on les retrouve à plus forte raison chez les personnes jeunes, particulièrement dotées de capital scolaire et ou assignées au sexe féminin à la naissance. Enfin, lorsque les individus n'adhèrent pas à certaines règles et doivent malgré tout s'y plier pour accéder à des ressources décisives, ils disposent d'une marge de négociation stratégique. Les trans peuvent alors faire mine d'être conformes aux normes de leur sexe, une parade fréquemment adoptée par les plus précaires et notamment par les jeunes MTF sans emploi stable ni soutien parental. Le concept d'espace social permet, par analogie avec un espace social de classe, qui a été maintes fois cartographié en sociologie, de rendre justice à ces différents reliefs du genre. Multidimensionnel, cet espace est fait de diverses positions, qui sont elles-mêmes faites de différentes composantes. Le genre ne se résume ni à une identité, ni à un corps, ni à un état civil, ni à des pratiques, ni à un engagement. Il est tout cela à la fois, et sans doute bien plus encore. Si le cas particulier des personnes trans informe sur la composition de l'espace social du genre, il s'agirait, pour aller plus loin, de l'explorer à l'échelle de l'ensemble de la population. Quelques recherches commencent déjà à s'intéresser à la diversité de genre dans les enquêtes des sciences sociales. Dans un contexte marqué par le développement de nouvelles injonctions à se montrer féministes, gay-friendly, trans-friendly, ces perspectives permettent de prendre en sérieux la multiplication contemporaine des normes de genre qui peuvent être concurrentes, voire contradictoires. Encore une fois, la multiplication contemporaine, c'est tellement blanc-centré, en fait. C'est tellement mettre de côté l'absolue totalité de l'histoire de genre qui existe, et bien avant qu'il y ait la suprématie blanche, la colonisation qui se mette en place, qui écrase en fait absolument toutes les formes d'autres genres qu'il y avait que la binarité. Je vous rappelle, encore une fois c'est important de le dire, que la binarité de genre, homme-femme, vient d'un modèle occidental, probablement très fortement influencé par la religion, qui a été imposé à travers le monde par le suprémacisme blanc, par la colonisation, par l'exploitation des corps, des pays, etc. Donc, vraiment, venir dire en gros la multiplication contemporaine des normes de genre, comme si c'était quelque chose qui vient d'apparaître, comme si c'était là maintenant récent qu'il y avait d'un coup plein de genres qui explosaient, comme si c'était un espèce d'effet de mode ou je ne sais quoi. Mais c'est tellement blanc-centré, c'est tellement chier sur tout ce qui a existé, sur toutes les recherches produites par tout un tas de personnes sur ces questions-là, depuis des plombes. C'est vraiment, un espèce de crachat dégueulasse, encore et encore. Hein. Ça ne change pas, hein. On n'est pas vraiment pris par surprise, encore une fois. Hein. Mais c'est constant, c'est vraiment constant. Je continue. Certains, pour beaucoup des hommes ou des personnes qui l'ont longtemps été, ont intérêt à défendre le classique schème de la différence des sexes. Victimes de violences à la fois symboliques, matérielles, physiques, d'autres gagnent à s'engager pour la reconnaissance des modèles alternatifs. Toutefois, les plus dominés sont souvent d'autres choix que de s'adapter aux deux seules catégories reconnues par les institutions, voire parfois de défendre l'existence de ces catégories. Alors là aussi, la phrase, elle me pose beaucoup de problèmes. Certains, pour beaucoup des hommes ou des personnes qui l'ont longtemps été, ont intérêt à défendre le classique schéma de la différence des sexes. Ça, c'est vraiment, je vais cibler donc forcément les hommes cis, mais je vais cibler aussi, surtout, je vais cibler les femmes trans. Voilà, c'est votre faute. C'est vous les femmes trans qui faites en sorte que le patriarcat il est toujours là. Ça, c'est vraiment ce qui a marqué dans le texte, c'est le sous-entendu. Quand vous venez dire que certains, pour beaucoup des hommes et des personnes qui l'ont longtemps été, donc les personnes qui l'ont longtemps été, c'est très clairement ciblé en fait les femmes trans, ont intérêt à défendre le classique schème de la différence des sexes, le patriarcat et tout ce qui s'ensuit, quoi, c'est vraiment faire porter la responsabilité sur les femmes trans. Les mecs cis et les femmes trans, c'est vous qui êtes responsables de tout. Voilà, c'est votre faute. Et venir derrière, du coup, dire que finalement, en sous-texte, en creux, dire, vous avez vu les hommes trans comme ils souffrent. Vous avez vu les hommes trans comme ils en prennent plein la gueule. Oh, les pauvres, C'est à la hauteur de tout le reste, encore une fois, on n'est pas vraiment pris par surprise, mais c'est tellement nul à chier. C'est tellement nul à chier. Je reprends et je continue. Les positions des individus sont d'autant plus composites que les aspirations de genre recouvrent parfois des aspirations sociales. Au fil des transformations de l'ordre du genre, le fait de se montrer non conforme du point de vue du genre et de la sexualité, celle-ci ayant des significations genrées, tend à devenir pour certains un marqueur de distinction de classe. Et là, encore une fois, on mélange des trucs. L'identité de genre et la sexualité, c'est mis dans le même panier, et puis c'est tout.
encore une fois, ça me tue de voir une personne qui est une personne trans, qui est censée être un petit peu quand même au courant de ce qui se passe du coup dans nos cercles, au moins un minima, être incapable de sortir d'une vision qui est hétéronormée. Genre vraiment, c'est incroyable de voir à quel point il a une vision du monde qui est hétéronormée. En fonction de ton genre, tu baises. Point. Et puis tu baises en fait, parce que c'est comme ça, tu baises, et puis c'est tout. C'est ça le point important, c'est que tu baises dans la vie, tu comprends? Vraiment, c'est... Ah, c'est médiocre. Ah, c'est même pas du niveau de médiocre, c'est mauvais. L'entre-soi le plus fermé, c'est très souvent la bourgeoisie, donc c'est pas si étonnant. Non, oui, c'est même pas si étonnant, mais... Enfin, ouais, voilà, ça me fume fort, ouais, pareil. C'est... Allez, hein, voilà, je vais continuer. Oh, et puis la phrase d'après. Allez, la phrase d'après. Parallèlement, la non-binarité constitue aussi un fort marqueur générationnel. Elle est avant tout une affaire de jeunes, et ces dernières n'ont vraisemblablement pas reçu une socialisation du genre aussi hermétique que leurs aînés, et étant encore relativement épargnées par les contraintes professionnelles et administratives de la vie d'adulte. Je vais rien dire et je vais juste continuer à lire, d'accord? On va juste pas relever la phrase. On va faire comme si on s'en battait les couilles. Parce qu'en fait, c'est un peu le cas, je m'en bats les couilles. Je vais juste avancer. J'ai autre chose à foutre de ma vie. Je veux juste finir ce livre. C'est pas possible. Là, l'adultisme qui vient se caler avec tout le reste. Enfin, flemme, hein, c'est bon. Les positions de genre sont socialement situées à bien des égards. Cependant, elles ne sont pas figées pour autant. Elles dépendent d'abord des cadres de l'interaction, des comportements et discours des individus variant selon la situation des interlocuteurs, comme en témoigne l'exemple des stratèges. Elles fluctuent ensuite au gré des circulations de différentes natures et de différentes ampleurs qui peuvent advenir dans l'espace social du genre. Loin de ne concerner que les véritables transfuges de sexe, de telles mobilités ne sont vraisemblablement pas rares au cours de l'existence. Par exemple, il arrive que les positions de genre des femmes bougent sensiblement après un épisode de violence ou encore à l'occasion d'un changement conjugal ou professionnel. Ce ne sont pas que les trans qui habitent le genre d'une pluralité de façons. En réalité, cette pluralité traverse l'ensemble du monde social. Les catégories d'hommes et de femmes ne suffisent pas et pour personne. À terme, l'étude de la diversité et des mobilités de genre donnera l'opportunité de repenser la catégorisation du sexe telle qu'on la connaît, ou plutôt telle qu'on pense la connaître aujourd'hui. Il n'y a rien qui va. Speedrun jusqu'au 4e de couverture, oui. Il n'y a rien qui va. Il y a des trucs où tu pourrais dire ouais, viteuf, et puis en fait derrière il rajoute un truc nul. Donc en fait, là par exemple, il arrive que les positions de genre des femmes bougent sensiblement après un épisode de violence ou encore à l'occasion d'un changement conjugal ou professionnel. PTDR. Enfin ça vraiment c'est la phrase qui consiste à dire finalement le patriarcat ça va parce que t'as vu en fait la femme selon si elle est patronne ou pas, bah en fait finalement ça va. Ou après avoir subi une agression, voilà. Flemme, en fait. T'es sociologue et tu produis ça. Vraiment. T'es pas capable de faire un travail plus solide que ça. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Je vais continuer, d'accord, hein. On arrive à un nouveau chapitre et ce chapitre va vous faire plaisir. Croyez-moi. Conclusion. Ça y est, nous y sommes. Nous y arrivons. Mes chers amis, nous sommes à la toute dernière partie. Break the binary. En français, briser la binarité. Pancarte, manifestation de l'existence. Il a des conclusions de droite sur un travail solide, ce serait étonnant. Là, il a son avis de droite sur un travail nul, c'est triste. Oui, sérieux le titre. Oui. Le bouquin m'a donné envie de faire des études de sociaux pour le roast dans une trilogie de livres. Ah là là. Ah ouais, hein, c'est... Ouais. Bref, je vais continuer, hein. Voilà, on va lire la conclusion, puis on va finir, et puis ça sera bien. Les trans n'ont jamais été mieux connus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est discutable. Oui, mais pas par toi.
mais même, en fait, encore une fois, ça c'est une vision qui est blanc-centrée pour la même raison que je vous dis depuis le début. Les trans n'ont jamais été aussi connus dans un cadre contemporain, occidental, blanc, de négation des autres genres que la binarité de genre. Voilà. Là, éventuellement, je peux vous accorder peut-être le point. Et encore, hein, je trouve ça discutable. Mais en fait, venir vous dire que les trans n'ont jamais été mieux connus qu'aujourd'hui, la phrase, en fait, c'est la première phrase, la toute première phrase de la conclusion, c'est les trans n'ont jamais été mieux connus qu'aujourd'hui. C'est quelque chose qui est faux. Parce qu'en fait, à moins d'être dans un cadre particulier, à savoir le cadre contemporain, occidental, blanc-centré, en fait, ça n'a aucun sens. Les trans ne sont pas plus connus aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été. Il y avait tout un tas d'époques où on connaissait tout un tas d'identités de genre différents, de ce qui sont les personnes trans, en fait, mais pas blanc-centré. Et oui, et même encore, hein, c'est pour ça que j'ai dit, dans un cadre très réduit, restreint de éventuellement une société occidentale blanche contemporaine, ouais, si tu veux, peut-être qu'on pourrait avancer cette phrase. Peut-être. Mais en fait, même là, je suis pas sûr. Parce qu'en fait, on connaît pas les trans. On connaît une image éclatée, très forte, de ce qu'on pense être des personnes trans. Voilà. Donc en fait, partant de là... Voilà. Oui, la transitude en rapport à l'hétérosis capitalisme, c'est déjà faux puisque c'est anachronique, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est... Enfin, la phrase, elle est éclatée au sol parce qu'en fait, bref. Attendez, c'est pas fini. Bientôt, attention, c'est un délit. De quoi? Bientôt, attention, c'est un délit. Qu'est-ce qui va être un délit? Il va nous dire des trucs horribles encore? J'ai pas suivi, Fred. Oui, mon chat. Tu veux mon attention? Tu veux me faire des câlins? Oh, tu veux me faire des câlins? Moi, tu es trop belle. Oh, attendez, je fais un câlin à Pépette. Elle mérite les câlins. Tu es la plus belle. Oui. Oui, tu es la plus belle. Oh, là, là, là. Ah, moi, tu es la plus belle. Bon, allez. Leur visibilité s'accroît de manière exponentielle et les violences qu'ils et elles subissent font l'objet d'une certaine reconnaissance. Ah. Merci de reconnaître que vous nous faites des violences avant de nous en faire, c'est sympa. Merci, ça change tout. Je continue. La prise en compte récente des discriminations sur la base de l'identité de genre par le code pénal en témoigne. Ok. Ok. Cool. Je vais continuer. Hein. De même que les politiques européennes en faveur du respect des droits des trans. À propos des gays et des lesbiennes, le sociologue Éric Fassin parle d'une inversion de la question homosexuelle. Alors qu'autrefois on se posait la question de comment peut-on être homosexuel, on se demande désormais comment peut-on être homophobe. Je vais rien dire, je vais continuer. Non mais je vais continuer. Non, je vais continuer. On va pas réagir, on va continuer, d'accord? On continue, on veut la fin, on veut que ça s'arrête. Cette même inversion est en cours à propos des trans. Oh putain, oh c'est une ride. De nos jours, la transphobie est enfin conçue par beaucoup comme une réelle oppression qui mérite d'être condamnée. Mais la route est encore longue, car au fond, les difficultés des trans ne proviennent d'aucune phobie individuelle et irrationnelle. Attendez. Un instant. Attendez. Cette espèce de... Voilà.
Ça va mieux. Ça va mieux. Oh, dis donc, dis donc, dis donc. Oh, ah, On va continuer, on va rien dire, on va juste continuer. Juste continuer. Bien au contraire, elles sont le fruit d'un ordre social au sein duquel chacun doit tenir sa place. Les personnes qui changent de sexe subissent encore tant de violence, c'est parce qu'elles osent passer une frontière sociale qui différencie et hiérarchise les individus. Passer les frontières du genre. Étudier le changement de sexe, c'est aussi étudier la mobilité sociale. Les trans sont accolés aux gays, aux lesbiennes, aux bisexuels, dans l'acronyme LGBT+, mais sous certains aspects, leur vie ressemble davantage à celle des personnes qui ont quitté leur milieu d'origine. Dans l'ascension, comme dans le déclassement de sexe, la socialisation initiale est bousculée par les normes du nouveau groupe d'appartenance. Et comme les transfuges de classe, les transfuges de sexe peuvent développer une relation ambiguë au code de leur sexe de destination. L'ascension des FTM suscite chez eux un profond malaise, lié au sentiment de trahison de leur milieu d'origine, tandis que les MTF s'engagent un travail réflexif sur les privilèges dont elles ont bénéficié lorsqu'elles étaient des hommes. Cet ouvrage conçoit le changement de sexe comme une expérience de transfuge, mais à l'instar du philosophe Paul Preciado dans Un appartement sur Uranus, il aurait pu l'envisager comme une expérience migratoire. Le fait de passer une frontière fait prendre conscience des différences entre le pays d'origine et le pays d'accueil. Je vais canner. Vraiment, je vais canner. Je vais rien dire, je vais juste canner, je vais juste avancer, c'est pas possible. Enfin, vraiment, ce bouquin aurait pu s'appeler « Bonjour, je suis blanc ». Bonjour, je suis blanc et bourgeois. Genre vraiment, Emmanuel Bobatti, passer les frontières du genre, un essai par un blanc bourgeois. C'est... Waouh. Waouh. Transfuge de blancheur, hein, putain. Putain. Ah non, mais c'est quelque chose, hein. Ah non, mais c'est un certain niveau. Encore une fois, c'est pas un bon niveau, mais c'est un certain niveau, hein. C'est... Wow. Bonjour, je cite mal Butler, mais par contre, je cite bien Preciado. Ouais. Le fait de passer une frontière fait prendre conscience des différences entre le pays d'origine et le pays d'accueil. Le changement de territoire est une opération réglementée qui donne lieu à divers contrôles et contraint les personnes à mettre leurs papiers d'identité à jour et à en obtenir de nouveaux. Parfois, les migrants se voient ainsi attribuer un nouveau prénom qui est mieux connu dans leur pays d'arrivée. Ensuite, nombreux sont ceux qui vivent dans l'angoisse quotidienne de la réassignation à leur origine, celle-ci invalidant leur légitimité à vivre là où ils ont choisi de s'établir. Choisi ? Ah ouais, hein, je confirme, c'est bien blanc. Hein. Oh, choisi, ça démontre beaucoup de choses. Hein. Oh, ouh. Ah ouais. Le passage de la frontière du genre ne se fait cependant pas de la même terme pour chacun. Il existe une grande diversité de trajectoires parmi les trans. Le sens de la mobilité sociale de sexe importe beaucoup. Les inégalités de genre s'immiscent dans l'accueil qui est réservé aux transitions. Les déclassements étant moins tolérés que les promotions, les parcours des femmes trans sont souvent plus laborieux et plus précaires que ceux de leurs homologues masculins. Si les MTF semblent être plus en paix que les FTM avec leur mobilité sociale, elles subissent davantage de violences physiques et sociales de la part des hommes et des institutions, qui leur font payer le prix de leur impensable défection. Pour cette raison, il n'est pas rare que les MTF tentent de se résigner à rester des hommes avant de changer de sexe plus tard dans la vie. Les FTM, eux, ne sont presque jamais contraints au sacrifice d'années, voire de décennies. Ils transitionnent généralement dans la jeunesse et dans les meilleures conditions matérielles et relationnelles. Cependant, les parcours de changement de sexe sont aussi très différents selon les appartenances de classe des personnes. D'abord, les trans ont un accès inégal aux dispositifs médicaux et juridiques. Ensuite, leur manière d'investir la féminité, la masculinité ou la non-binarité dépend pour une grande part de leur milieu d'origine, de leur statut social, de leur niveau d'éducation. De ce point de vue, le genre et ses mobilités ne peuvent être pensés qu'en articulation avec la classe, et un nœud dans lequel se loge également la sexualité. Ouais, j'ai le sentiment qu'il s'adresse à sa glace avec des milliards de pincettes, car c'est ceux qu'il ne faut pas mettre en inconfort. Ah ouais, non, il faut surtout pas mettre en inconfort ses copains, hein. Ah non, hein, ça serait pas bien, hein. Et... Waouh. Ah bah si c'est l'ordre social, même vibes que le mec qui va dire c'est pas moi l'agresseur, c'est le patriarcat, hein. Un petit peu, hein. Un peu beaucoup, hein. Je suis pas sûr de kiffer Preciado. Non, je pense que j'apprécie pas Preciado non plus.
Il a 2 doigts de citer Lordon qui dit qu'il comprend le racisme parce qu'il a de l'imagination. Et je suis assez d'accord avec Céron, c'est pire parce qu'il dit que c'est pas grave parce que c'est la société. Donc en fait, pour lui, c'est même pas une question de... il comprend. Lui dit je comprends pas forcément et je m'en fous parce que c'est pas grave, c'est la nature. Voilà. C'est ça le sous-texte, hein, en très clair. Hein. Donc, bon. Oui, il y a eu des points avec Bourdieu, etc. Voilà. Hein. Voilà. Hein. Pourquoi est-ce que sa conclusion ressemble à une intro de L2 ? Bah parce qu'apparemment, il a jamais dépassé ce niveau-là en termes de qualité de travail. En tout cas sur cet ouvrage. Oui, chaque phrase est plus ou moins un florilège des techs que peuvent avoir des transphobes et des terfs, hein, de manière assez constante, effectivement. Je reprends. Les frontières du genre sont aussi des frontières sexuelles. Avec le changement de sexe, les orientations et les désirs se transforment parce que la sexualité contribue à faire le genre. Non. Non. Non, toujours pas. Toujours pas. Mais bref. Ouais, non, je continue. Je finis cette merde. Ligne droite, on a dit. Parce que la sexualité contribue à faire le genre, elle joue un rôle fondamental dans les parcours trans, y compris avant la transition. Les FTM ont presque tous été des lesbiennes, tandis que les MTF ont été soit hétérosexuels, soit homosexuels. L'homosexualité féminine permet aux futurs FTM de commencer à s'affranchir de leur sexe d'origine, tandis que l'hétérosexualité et l'homosexualité masculine permettent aux futurs MTF de dissimuler leur aspiration de genre. Mais pour les femmes trans, comme pour les femmes en général, la contrainte à l'hétérosexualité ne tarde pas à se faire sentir, elle participe même à la transformation elle-même, tant la féminité se construit à travers le regard des hommes. Non, ta gueule, je vais juste continuer. Voilà. Je m'en bats les couilles, Le groupe des FTM, à l'inverse, tend à se gayifier au fil du temps. On a été une femme, il semble plus aisé d'incarner une masculinité subordonnée, en particulier lorsqu'on est hautement diplômé. Il n'en demeure pas moins qu'au final, les MTF sont plus lesbiennes que les FTM ne sont gays. En matière d'homosexualité, ce sont celles qui en parlent le moins qui en font le plus. La sexualité occupe une place centrale dans les parcours de transition, elle est encore rarement évoquée dans les mouvements et les études sur le sujet. Entre autres pour cela que les mouvements trans font face à moins de résistance que les mobilisations gays et lesbiennes. Au cours de la dernière décennie, la lutte contre la théorie du genre s'est organisée autour du sujet du mariage, de la filiation par les couples homosexuels, mais pas autour de la démédicalisation du changement d'état civil pour les trans. Le mariage pour tous déchaîne les passions réactionnaires. C'est parce qu'il met en question ce que la politologue Carol Patman appelle le contrat sexuel, à savoir le régime hétérosexuel qui sous-tend le contrat social. Sans susciter un tel débat en 2016, les frontières entre les sexes se sont entrouvertes pour laisser passer les trans plus aisément. Les trans doivent leur relative tranquillité... Lol. Je vais rien dire et continuer. Donc leur relative tranquillité aux vestiges d'une représentation scientifique, y compris parfois féministe, qui depuis le siècle dernier les imagine comme des individus hétéronormés parce qu'ils tiennent à changer de catégorie de sexe. Le résultat présenté dans ce livre aurait pourtant de quoi inquiéter tout autant que le mariage pour tous, les expériences socialisatrices des trans se superposant plus qu'elles ne se succèdent et l'hétérosexualité post-transition n'étant pas garantie. Plus encore, la suppression de l'obligation de stérilisation dans le cadre du changement d'état civil représente un premier pas vers la reconnaissance des MTF qui deviennent des mères biologiques d'enfants portés par leurs compagnes, ainsi que les FTM enceintes qui deviennent pères par accouchement. Ces phénomènes font l'objet d'un freinage institutionnel ainsi que d'une certaine fascination collective dont témoigne le cas internationalement connu des FTM états-uniens enceints Thomas Beatty. Mais leur représentation mobilise peu. Ce silence salvateur autorise à penser la multiplicité du genre à partir des expériences de trans. Alors là, on est vraiment sur le niveau incroyable. En fait, finalement, le mariage pour tous, ça a attaqué les gays, les lesbiennes, etc. Donc du coup, les trans peuvent passer. TKT. Voilà. En fait, les trans n'ont pas pris de tir. Lol. On reparle de ce qui s'est passé avec le planning familial ou pas? Non? On va dire que non, ta gueule, ça rentre pas dans le cadrage de Bobati, donc on s'en fout, c'est ça? Allez, hein. On va continuer, on va aller vers la fin, on pousse. Ma vibes dans les raccourcis stratosphériques, le Jude a le voyage par trou de verre pré-PRL. Ah non, mais c'est impressionnant. Hein. C'est vraiment... Voilà. Oui, le point, les hommes valident tout. Voilà, les hommes doivent tout valider. De toute façon, on se construit que grâce aux hommes. Et puis voilà.
C'est plus récent, non, le cas du planning familial? Bah, c'est que le livre a été publié cette année, et le cas du planning familial, ça s'est passé il y a 1 an et demi, donc quand même, quoi. Quand même, quoi. C'est-à-dire que ça fait un petit moment déjà. Ça fait un petit moment déjà. Donc ça aurait pu être pris en compte, mais non, PTDR. Ah oui, publié, c'est vrai que le texte est peut-être un peu plus ancien. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, le texte a peut-être été écrit avant. Mais après, le cas du planning familial, ce n'est qu'un exemple. Il y en a eu d'autres, en fait. Genre vraiment, ce cadrage du « Non, mais les trans, vous êtes passés à travers les mailles du filet, et en fait, vous, du coup, ça va ». PTDR. Genre vraiment gros PTDR. Faut vraiment être un mec bourgeois et blanc pour dire ça, en fait. Genre, faut vraiment avoir tellement de situations d'avantage qui font que t'en prends pas trop la gueule par rapport aux autres gens qui ont des vécus semblables à toi pour passer là-dessus, en fait. Enfin, vraiment, c'est... Oui, il aurait pu gueuler sur le droit à l'avortement qui a été écrit spécifiquement de manière transphobe, par exemple, mais non. J'applique ce que je peux de rigueur, hein, vu que le texte en a pas. Ah bah, ça sera toujours plus que ça, hein. Donc bon. Bref, allez, on a dit, on pousse, on finit. La multiplicité du genre. Dans le monde social, comme dans le droit, la frontière entre les sexes se fait plus poreuse. Au cours de la dernière décennie, un mouvement non-binaire, lol, s'est développé au sein de la population trans et au-delà. Ah ouais, non mais vraiment, hein. Au cours de la dernière décennie, un mouvement non-binaire s'est développé. Ah non mais c'est quelque chose, hein, encore une fois, c'est... Bon, bref, 150 nuances de bref, on continue. Par ailleurs, si les débats sur la possibilité d'un sexe neutre ont échoué en France en 2017, d'autres évolutions du droit sont venues mettre en question la bicatégorisation homme-femme. Parmi ces évolutions, on trouve la démédicalisation du changement de sexe, mais aussi la possibilité du changement de prénom sans changer de sexe, ou encore l'entrée des discriminations sur la base de l'identité de genre dans le code pénal. Ces mutations sont intimement liées au développement des luttes trans. En matière de genre, le pouvoir institutionnel de prescription, qu'il soit étatique, familial ou encore médical, cohabite désormais avec d'autres discours en provenance des mobilisations collectives. Les féministes, les LGBT+, notamment, fournissent aux personnes de plus en plus de ressources pour se construire. Elles influencent également bon nombre d'organisations et des institutions, qui en viennent, pour certaines, à promouvoir la parité femmes-hommes et la diversité sexuelle et de genre. Ah non mais vraiment un flemme, on va aller vite, hein. Il a accès au SUR, merde, j'ai dit que j'étais rigoureuse. Ah non mais au cours de la dernière décennie, voilà, non mais... Flemme, on a dit on va vite. La multiplication contemporaine des normes de genre permet d'esquiver un espace social qui est raisonnement pluriel. Les vies des individus ne peuvent être rangées comme deux et seulement deux groupes, mais comme le montrent les recherches émergentes autour des nouvelles possibilités de caractérisation de sexe, un tel constat ne doit pas conduire à remettre en cause le poids du rapport social qui hiérarchise hommes et femmes. Il permet simplement d'envisager l'existence de davantage de classes de sexe et de modéliser la complexité des luttes et des distinctions qui se jouent sur le plan du genre. Certains, souvent des MTF, appartenant aux générations plus anciennes, adhèrent au modèle traditionnel de la différence de sexe. Ces personnes se distinguent ainsi des non-binaires, qui portent des conceptions plus alternatives et sont, pour beaucoup, des jeunes ayant été assignés au sexe féminin à la naissance. Comme tout un chacun, les trans sont plus subversifs à 20 ans qu'à 50. Et ce sont avant tout ceux qui ont longtemps été des femmes qui gagnent à mettre en question les dimorphismes de sexe. Ces phénomènes s'articulent avec les distinctions de classe les plus instruits étant ceux qui se montrent les moins conformes. Toutefois, ce sont eux, avant tout, des personnes vivant en masculin qui cherchent le plus à signifier leur différence. Comme la distinction sexuelle, la distinction de genre est davantage investie par les hommes. L'espace social du genre ne se limite cependant pas à des postures symboliques. Les conditions matérielles de vie sont aussi décisives. Les approches stratégiques du genre en témoignent particulièrement. Les plus précaires, souvent les jeunes MTF, n'ont d'autre choix que de faire mine d'être conformes aux standards de leur sexe, en particulier face aux jeunes et aux psychiatres qui les évaluent. Ces personnes ne se sentent pas nécessairement appartenir à une catégorie de sexe, un ou l'autre, mais doivent malgré tout se plier au modèle bicatégoral, qui est encore porté par bon nombre d'institutions. Car pour pouvoir s'affranchir du genre, il faut en avoir les moyens. Ces moyens qui permettent une certaine indépendance vis-à-vis d'instances décisionnaires, bien souvent excluantes ou discriminantes. Une transition n'est jamais aussi légère que lorsqu'elle s'accompagne d'un emploi stable, de patrimoine ou de soutien parental, pour celles et ceux qui ne bénéficient pas de tels capitaux. Le pouvoir d'agir et de subvertir reste limité, bien qu'une marge de manœuvre soit toujours possible. Les rapports au genre en disent long sur les conditions de vie et sur les catégories d'âge et de classe. Ils en disent certainement aussi beaucoup sur les catégorisations, sur les catégories de race. Un objet qui mériterait d'être investigué davantage qu'il a été, espèce de grosse tâche qu'il a été, espèce de putain de grosse merde. Genre, vraiment, vient et nie tellement d'études qui sont faites, et après qui vient dire « Ah, quand même, il faudrait peut-être travailler ces questions-là. » Putain! Allez, là. En définitive, les passages de la frontière du genre témoignent paradoxalement de l'étanchéité des autres frontières sociales. Si les transitions ne se font pas sans contrainte,
Elles permettent de croire à un autre modèle que celui de la différence des sexes. Nombreux sont ceux qui voient dans les revendications non-binaires les prémices d'une révolution de genre. Mais le mode d'énonciation non-binaire révèle de lui-même la limite de ce point de vue, car pour résister à ce système, il faut déjà en faire partie. Oh, va te faire... Alors je le précise, là, non-binaire est à chaque fois entre guillemets. Vraiment, genre homme-femme TKT, homme-femme trans TKT, non-binaire entre guillemets. Ça en dit tellement plus long que tu ne le crois. Allez, on reprend. Car pour résister au système, il faut déjà en faire partie. En d'autres termes, les non-binaires ne sont jamais complètement affranchis. À l'image d'une révolution sexuelle qui n'a jamais vraiment eu lieu, le phénomène, parfois qualifié de révolution de genre, s'apparente à une recomposition des frontières entre les sexes, bien plus qu'à leur anéantissement. Néanmoins, le remaniement de ces frontières est bien réel. Les lignes de démarcation entre les pays semblent inamovibles parce qu'elles sont strictement définies et ardemment défendues, mais elles tiennent à peu de choses. La tendance contemporaine à ériger des murs pour les renforcer révèle justement leur dynamisme. Toutefois, il ne s'agit pas de rêver à un monde dans lequel le genre n'existerait plus ou dans lequel il existerait autant de genres que de personnes. Ce n'est pas parce que les frontières sont mobiles et multidimensionnelles qu'elles disparaissent pour autant. Toujours peu populaire, ce discours néolibéral est indéniablement mortifère tant il désarme brutalement la quétine de la domination masculine. Les frontières du genre restent bien gardées, mais des passages peuvent être négociés. Voilà, c'est la fin, c'est nul, c'était à chier. Voilà, nick. Petite fleur de YouTube, Emmanuel Bobatti, c'est nul à chier. Le transmatérialisme, c'est nul à chier. De manière générale, le matérialisme, c'est nul à chier. Parce que c'est biaisé, parce que ça a beaucoup trop d'angles morts, parce que c'est beaucoup trop basé sur l'état actuel des choses, qui est un état actuel des choses qui est pas exceptionnel, du fait qu'on vit dans des sociétés qui sont extrêmement violentes et oppressives. Donc en fait, ce qui existe est limité à ce qui a le droit d'exister, puisqu'il y a de la répression, puisqu'il y a des violences, etc. Donc en fait, se baser sur ça, en fait, nique-toi. Ne vous contentez pas de flotter quand vous pouvez naviguer. Voilà. Quand vous pouvez naviguer. Vraiment, Emmanuel Bobatti, c'était pas bien, c'est fini. Plus jamais on ne lira de Emmanuel Bobatti, plus jamais on ne lira de transmatérialisme. Petite fougère de YouTube, des bisous, allez, ciao!